L'Europe peut-elle rattraper son retard en matière d'intelligence artificielle? Pour l'instant, ce sont les Américains et les Chinois qui innovent. Mais quels sont les risques et les opportunités à saisir en 2025? Peut-on remplacer nos ingénieurs, nos professeurs, nos artistes par des applications ultra efficaces? Beaucoup de questions à se poser. Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille 4 spécialistes de ces questions avec Valérie Zapicot. Bonjour, vous êtes la directrice et fondatrice de Valkuren, une entreprise basée à Bruxelles et spécialisée dans le développement des intelligences artificielles. On verra avec vous ce qui existe et ce qui est en train de se développer. Yves Collard, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes formateur, vous faites de l'éducation permanente pour Média Animation et on verra finalement ce que vous pouvez proposer aux gens qui font appel à vos services. Merci de votre invitation. Merci à vous d'être là. Merci aussi Maxime Duquesnoy. Vous êtes dans l'enseignement, vous travaillez pour le CEGEC, vous êtes technopédagogue et on verra avec vous s'il y a aussi des différences entre l'enseignement obligatoire, l'enseignement pour adultes et s'il y a des opportunités dans ce domaine avec les intelligences artificielles. La question est aussi politique, c'est pour ça qu'on vous accueille Ismaël Nouino. Bonjour, vous êtes député fédéral pour les engagés. Vous suivez ces matières pour votre parti. On verra s'il y a d'ailleurs quelque chose qui a été pensé en matière d'intelligence artificielle dans la déclaration du nouveau gouvernement fédéral. Je rappelle que votre parti fait partie de la coalition fédérale. Valérie Zapicot, quand on parle d'intelligence artificielle, ça veut dire plein de choses aujourd'hui. Quelles sont les intelligences artificielles que vous développez avec vos techniciens à Bruxelles et celles qui vont peut-être changer nos vies dans quelques années? Sur quoi on travaille aujourd'hui comme potentiel? Donc aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle les modèles de langage, qu'on appelle plus vulgairement ChatGPT, DeepSeek, le chat ou autres. Et donc on travaille avec ces modèles de langage pour produire des agents IA, donc un peu des co-robots, des cobots, pour aider les gens dans leurs tâches quotidiennes dans les entreprises. Mais c'est pas tout, c'est pas uniquement ces IA qui existent. Il y a encore d'autres types d'IA qu'on utilise et qu'on développe, qui sont plus des IA fondamentales, qui existent depuis beaucoup plus longtemps pour de la prédiction, de la prescription, etc. Donc prescription, c'est même dans le domaine médical. Un jour, on pourrait on imagine interroger un ordinateur pour dire j'ai mal là, j'ai mal ici. Alors aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle peuvent identifier les nodules pour des cancers ou sur des radios, et donc ça sert beaucoup la recherche, la médecine. Dans ces cas-là. Maxime Duquesnoy, vous travaillez dans le domaine de l'enseignement. Alors, je voudrais poser la question de manière directe. Aujourd'hui, on le dit, des enseignants préparent leurs cours avec des intelligences artificielles. Ils ont raison ou ils sont complètement à côté de la plaque, ils se trompent? Qu'est-ce qu'on leur dit? Je suis certain qu'il y a quelques années, on leur aurait dit c'est une catastrophe, c'est presque un crime. C'est absolument pas un crime selon moi. En tout cas, ce serait passé à côté d'un outil qui est intéressant. Mais l'IA, dans l'enseignement comme pour autre chose, c'est un outil. Et s'il est utilisé intelligemment et qui permettent de dépasser, par exemple, le syndrome de la page blanche ou d'aider à différencier les apprentissages, c'est un outil dont les enseignants doivent se saisir, toujours en étant avec du recul, de l'intelligence et l'expertise de leur métier, qui ne sera pas remplacé, en tout cas j'espère, par l'IA prochainement. Il y a 57% des élèves francophones qui reconnaissent utiliser des chatbots comme ChatGPT, on imagine pour faire des exposés, des dissertations, pourquoi pas des démonstrations en mathématiques. Et 66% de néerlandophones. Donc, comment est-ce que vous interprétez ça, Monsieur Collard? Vous, ça vous surprend? De nouveau, est-ce qu'ils enfreignent fondamentalement les règles du bon apprentissage? Alors, d'abord décréter qu'est-ce qui est un bon apprentissage ou un mauvais apprentissage, c'est une a priori, question en tout cas, si on laisse tout faire par la machine, c'est pas bon, c'est pas le but de l'école. Alors, si on laisse tout faire par la machine, ça donne pas des trucs très créatifs, il faut bien le reconnaître, et ça donne parfois même souvent des heures. Vous savez, moi, en tant qu'enseignant aussi, parce que j'enseigne en école supérieure, je repère assez rapidement quel étudiant s'est servi de l'intelligence artificielle ou pas. En général, ça donne des résultats plus médiocres que s'ils avaient fait le travail eux-mêmes. En revanche, ça leur permet dans certaines tâches d'aller un peu plus vite. Alors pour cette question de retard entre les petits flamands et les petits 57% wallons, de francophones, 66% de flamands, c'est pratiquement 10% d'avance. Oui, c'est un chiffre assez habituel. Il y a 2 ans d'écart entre les deux régions du pays, que ce soit en termes de pratique ou en termes d'équipement. Vous savez, 2 ans, ça passe très vite. Je reviens vers vous, Monsieur Duquesnoy. Il y a des
des applications, des intelligences artificielles que vous recommandez au niveau du CEGEC, dont vous dites, ça, ce sont des outils. Si des parents voient leurs jeunes, adolescents, en secondaire, dans le supérieur les utiliser, vous diriez, vous, comme technopédagogue, ce sont des outils que je trouve performants ? C'est vraiment l'usage plus que l'outil. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller se dire, cette IA-là, elle est parfaite. C'est comment est-ce qu'on va l'utiliser. Parler de chatbot, par exemple, c'est comment je vais demander à l'IA de m'apprendre des choses, de jouer un rôle de tuteur pour m'aider à progresser, plus que finalement une IA ou un outil en particulier, parce qu'on sait que ça évolue très vite et que peut-être demain, il y aura un nouvel outil et que celui qu'on utilise aujourd'hui va disparaître. C'est pouvoir poser des choix éclairés. Se dire, tiens, comment l'IA peut m'aider à apprendre ? Est-ce qu'elle peut m'aider à simplifier un texte pour que je puisse me l'approprier plus facilement ? M'aider à être un répétiteur pour des langues ou autre chose ? Et c'est plus là-dessus qu'on se dirige, que ce soit les enseignants, les parents ou les élèves, d'avoir un usage raisonné et réfléchi en fonction des objectifs qui sont poursuivis. Alors, c'est vraiment un enjeu fondamental pour l'enseignement, parce que ça recouvre toute la question des discriminations, des fractures. Le travail de l'enseignant va consister, me semble-t-il, principalement à aider l'élève à formuler une requête et surtout d'avoir le bagage social et culturel qui va lui permettre de le faire. Si vous demandez à une intelligence artificielle de vous rendre une image dans le style de tel peintre, il faut connaître le peintre. Parce que quand on discutait un peu avant l'émission, vous me disiez, attention, les IA, c'est pas la panacée, et parfois ça relaie quelques clichés. Quel genre de clichés, si je prends par exemple une IA générative, donc celles qui peuvent produire des images à qui on peut dire fais-moi un dessin dans le style de je sais pas moi, on va prendre un caricaturiste belge connu, Pierre Kroll ou Vado, quelle erreur va faire une IA ? Alors, il y a la fameuse histoire des 6 doigts, des trucs un peu bizarres, mais ça disparaît, ça fait partie un peu des fantasmes et des mythes relatifs. Ce qui est vraiment plus préoccupant, c'est le fait que l'intelligence artificielle, en quelque sorte, va vous donner un aperçu global de l'ensemble des requêtes qu'il a pu récolter et des images qu'il a pu trouver. Et donc, les personnes minorisées vont être particulièrement discriminées par rapport à là, quand je parle des personnes discriminées, demander un peu à l'intelligence artificielle de vous donner une image de professeur, mais en disant teacher, par exemple, en anglais, que ce soit masculin ou féminin, il va vous renvoyer principalement des hommes d'un certain âge. Donc les IA relaient des clichés ? Relaient énormément de clichés. Je retourne vers Valérie Zapicot, puis j'aurai une question pour Ismaël Nuino là-dessus, parce qu'est-ce qu'on peut se protéger des biais des IA ? Mais est-ce que vous, qui développez avec d'autres des intelligences artificielles, vous avez confiance ? Vous pensez qu'on va pouvoir aller au-delà de ces petits défauts intrinsèques, ou bien on verra toujours la différence entre un dessin fait par une IA, entre un, je sais pas moi, on pourrait parler d'autres secteurs, entre un texte rédigé par une IA et par un humain ? Ça va devenir de plus en plus compliqué, mais ce qui est surtout important, c'est de former et d'éduquer, pareil, les codeurs qui vont développer les applications. C'est important que les équipes soient des équipes mixtes, qui soient de différents genres, différentes cultures. C'est pas le cas, ça reste un milieu plutôt comment ? À l'heure actuelle, c'est encore un milieu très masculin. Il manque encore de femmes dans ce domaine. Les codeuses, on en cherche tous les jours. J'en cherche tous les jours, et donc ça devient compliqué d'avoir des vraies équipes mixtes, que ce soit en termes de développement ou en termes de tests. Alors je vais vers le politique, parce que c'est aussi pour ça qu'on vous invite, Ismaël Nuino. Voilà, les IA relaient des clichés, c'est un milieu qui n'est pas très ouvert, nous dit une créatrice génératrice d'IA elle-même. On peut réglementer ça à l'échelle belge. Vous pouvez déposer des propositions de loi à la Chambre, ou bien ça doit passer par un cadre international, ou bien est-ce que de toute façon, si nous on réglemente, les Chinois, les Américains ne se gêneront pas pour ouvrir les vannes. Disons, d'abord, c'est particulièrement complexe de réglementer le fait qu'il y ait des biais dans l'IA, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas moi qui vais faire de la technique ici, elle se base sur tout un tas de données qu'elle reçoit. En fait, c'est simplement des ordinateurs qui ont une plus grande capacité de calcul et qui ont une plus grande capacité de traiter des données, et donc souvent, on l'avait vu par exemple dans la matière de la justice, en fait, quand elle se base sur tout un tas d'arrêts qui ont été pris les 200 dernières années, dans les 200 dernières années, il y avait des biais racistes, parfois sexistes, et donc en fait, elle les reproduit, je veux dire, c'est pas elle. Et on peut pas corriger ça, on peut pas dire... Ça peut être perfectible et corrigeable, mais une des choses importantes, c'est la transparence des algorithmes, c'est-à-dire que ce qui est très important, surtout quand ça vient d'autres pays, on l'a vu avec la nouvelle intelligence artificielle chinoise. DeepSeek. Voilà, on voit en fait qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle qui marche très bien, mais en fait, quand on pose des questions sur le régime chinois, qu'on pose des questions qui posent problème, là,
Il n'y a pas de réponse. Et donc la transparence et la capacité que doivent avoir nos autorités à savoir de quoi est fait l'algorithme, ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut le réglementer? Est-ce qu'on peut se protéger des biais via nos lois nationales, voire européennes ou pas? Et puis après, on posera la question parce que l'entrepreneuse, elle a l'air méfiante. Elle voit les marchés qui s'en vont. C'est très simple. On peut le réglementer, mais c'est fait. Il y a aujourd'hui un AI Act au niveau de l'Union européenne et en fait, on ne doit pas faire plus. Moi, ce que je veux, c'est qu'on l'implémente correctement, que ça marche correctement, qu'il y ait un cadre qui soit clair pour les entrepreneurs, mais qu'on puisse leur dire, regardez, voilà le cadre, maintenant, travaillez. Et je crois que là, c'est le rôle de l'Union européenne, c'est de dire, on vous fait un cadre, mais on ne va pas, année après année, le changer, le modifier, le rendre plus complexe, moins complexe. On crée le cadre pour que les investissements puissent se faire, pour qu'il y ait une sécurité, et après, c'est aux entrepreneurs de faire le job. Et Valérie Zapico, est-ce qu'on est à armes égales par rapport aux Américains et aux Chinois en matière de cadre? Est-ce que vous pouvez travailler aussi librement qu'une entreprise basée, je ne sais pas moi, à Pékin ou à New York? L'intelligence artificielle, pour développer les algorithmes, elle a besoin des données. Les données, elles sont où aujourd'hui? Où c'est qu'elles sont produites? Elles sont gérées et enregistrées par les GAFAM, par la Chine. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on manque en Europe? On manque de données, en fait. On manque de ces données. Au niveau de la régulation, chaque unité est déjà régulée à sa façon. Quand je dis à sa façon, la Chine ne va pas avoir du tout la même régulation que nous, on a en Europe. On est trop éthique pour le business en Europe? Alors, je pose la question. Il faut faire attention parce qu'effectivement, je ne peux pas dire qu'on est trop éthique parce que c'est important de pouvoir établir des classes de risque. C'est ce que fait l'AI Act, c'est pouvoir essayer de mesurer le risque d'un algorithme, d'une intelligence artificielle, pour essayer de mesurer et d'avertir justement d'être transparent vis-à-vis de ce qu'on va délivrer à l'utilisateur final, au consommateur, comme utilisation d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est déjà très important de pouvoir être transparent, comme vous disiez, au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui est utilisé derrière comme données et comment elles ont été utilisées. Et là, on tombe sur l'explicabilité vis-à-vis des données, des biais qui peuvent être intrinsèques liés à ces algorithmes. Donc ça, c'est très important de l'avoir dans ce programme au niveau de l'AI Act. Maintenant, aujourd'hui, on voit quand même que les entreprises, et on peut comprendre que les PME, ça peut être risqué de développer des algorithmes ou des intelligences artificielles parce qu'elles ont peur de prendre un risque, de tomber dans ces classes de risque élevées et ne pas avoir les moyens de se protéger de ça. Et donc, il faut faire la balance pour dire attention parce que ça peut minimiser les investissements pour les PME qui souhaitent prendre l'engagement d'innover. On en est conscient, ça, du côté politique on en est clairement conscient et on sait qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'intelligence artificielle, mais peut-être parfois aussi dans l'industrie, on a eu tendance à peut-être surréglementer. On voit que quand les États-Unis font 1000 lois, l'Europe en fait 10 000. Et donc, il faut qu'on fasse des lois plus simples. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait un cadre. Et je crois qu'une grande partie des entrepreneurs n'ont pas de problème avec ça. Mais en fait, il faut qu'ils soient simples aussi. Je crois que les lois doivent être plus simples, plus claires, pour qu'une PME n'ait pas besoin d'embaucher des consultants qui coûtent des millions pour comprendre seulement ce qu'ils peuvent faire, que ce soit clair, net, précis, et que l'État soit en fait un partenaire pour accompagner les PME, les plus petites entreprises, pour qu'elles sachent qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou pas faire. Ça, c'est important. D'après le SPF Économie, 200 000 emplois pourraient disparaître d'ici 2030 à cause des intelligences artificielles. 200 000 seraient créés et 235 000 disparaîtraient. Donc finalement, et puis alors il y aurait une partie reconvertie, mais enfin on perdrait des emplois, on va en créer d'autres. Alors quoi, Madame Zapico, vous n'êtes pas convaincue? Vous pensez que ça ne prend pas d'emplois? En fait, on a un peu tous les chiffres dans différentes études. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on ne sait pas réellement ce qui va se passer dans le futur. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand on utilise l'intelligence artificielle, quand les entreprises le développent, on gagne énormément de temps, on optimise des process et donc les choses vont beaucoup plus vite et donc libère du temps humain pour s'occuper d'autres choses. Et donc l'idée, c'est de savoir réellement quelle vision on va donner, quels objectifs on va donner aux entreprises, aux citoyens dans le futur vis-à-vis de ces applications. Mais je vais quand même aller vers nos deux pédagogues. Voilà, les enseignants, ils doivent se dire que certains emplois pourraient évoluer, pourraient être menacés, remplacés par des intelligences artificielles, oui ou non? L'histoire le montre de toute façon. Enfin, je veux dire, les métiers évoluent. On ne peut pas comparer les métiers de 2025 aux métiers des années 50.
Et quels emplois sont menacés alors? Quels emplois pourraient disparaître? Pour moi, je vous dis que des codeurs, des ingénieurs auront du boulot, mais c'est plus une évolution. Je vais prendre l'exemple, par exemple, dans le secteur bancaire, il y a plein d'agences qui ont été fermées et de guichets qui ont été fermés, remplacés par des chatbots. Et ici, on est occupé de voir l'inverse, un retour de l'humain pour accueillir le client dans certaines agences. Parce qu'on se rend compte que le chatbot peut faciliter les choses, mais que finalement, vous tournez en rond avec un chatbot qui ne répond jamais correctement à votre question et que les gens ont besoin d'humains. Donc, par exemple, on pourrait se dire des métiers de l'accueil vont disparaître. Or, on voit bien qu'ils ont toute leur place. Simplement, comme disait madame, dans une autre dimension. Peut-être dans une dimension d'accueil où l'analyse de la demande sera plus fine qu'elle ne l'était avant. Et si c'est de la simple orientation, en effet, une machine pourra peut-être orienté vers le bon service, comme on le voit déjà dans plein de services. Et les métiers vont évoluer comme ça, mais comme ils ont finalement toujours évolué au gré de la société. Est-ce que, je ne sais pas moi, des artistes, des photographes avec la génération d'images, des scénaristes, des auteurs doivent s'inquiéter ou pas? Je vais vous donner une réponse de Normand. J'ai envie de dire... ça. Allez-y, tant qu'à faire. Donc les mots, entre guillemets, les mauvais artistes, mais c'est très compliqué de préciser ça, mais en tout cas, les artistes mainstream ont de quoi s'inquiéter, parce que ce qu'ils font, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Enfin, les artistes qui vous sortent des tubes, ce sont des tubes que vous pourriez retrouver, que vous pourriez faire vous-même en intelligence artificielle. Ça, c'est parce que vous n'avez pas souvent vu derrière un instrument, je vous le dis. Alors, après l'émission, on va créer un tube tous les deux, vous allez voir, ça va marcher. Je vais vers Ismaël Nouino. Est-ce qu'on peut protéger les métiers qui se sentent menacés? Est-ce qu'on y pense à l'échelle politique en disant il y a moyen quand même de préserver une forme d'emploi malgré cette apparition d'IA? Mais préserver une forme d'emploi, on va la préserver parce que les chiffres, en fait, comme ça a été dit, on en a des tonnes, des chiffres comme ça, on va perdre X emplois, en gagner autant. En fait, les jobs, ils vont évoluer. Donc je ne pense pas qu'il faille à un moment dire attention, il faut absolument mettre sous cloche ce genre d'emploi et les protéger à tout prix. En fait, le plus grand risque, c'est que dans 30 ans, on ne soit plus capable de le faire et que là, on ait un vrai coup dur. Donc on doit aider à cette transition, former les gens pour qu'ils puissent avoir cette transition. Mais ce que j'ai vraiment envie de dire ici, c'est que en général, c'est les métiers les plus rébarbatifs, ceux qui sont les plus répétitifs qui vont être perdus. Ceux qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, une IA sait faire. Ce qu'il faut se poser comme question, je pense, au niveau politique aujourd'hui, c'est de se demander comment est-ce qu'on fait pour que ces pertes d'emploi qui aujourd'hui apportent des cotisations sociales, génèrent de l'impôt, puissent être compensées d'une autre manière. Parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui. On diminue le temps de travail de manière globale, ça fait des décennies qu'on diminue le temps de travail de manière globale, mais comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour maintenir notre modèle social? Et il y a une réponse fiscale à ça? Mais donc là, peut-être que ça devra passer par une réponse fiscale, mais en tout cas, il faudra qu'on réfléchisse sans tabou pour faire en sorte que ces grandes entreprises qui gèrent la donnée, qui génèrent de grands algorithmes et qui gagnent beaucoup d'argent avec ça, et qui payent très peu d'impôts en général en Europe et en Belgique, puissent y contribuer un petit peu plus, parce que c'est ça qui permettra aussi de faire en sorte que ces personnes qui leur donnent de la donnée, elles continuent à vivre en bonne santé et dans une qualité et un bien-être qui est suffisant. Donc une forme d'imposition des emplois qui seraient perdus via la création d'IA? Non, je ne pense pas qu'il faut dire comment est-ce qu'on compense, je pense qu'il faut dire qu'aujourd'hui, en fait, on disait il y a 50 ans et il y a 70 ans, les jobs n'étaient pas les mêmes. Il y a 70 ans, quand on a créé notre modèle fiscal, il n'y avait pas de robots, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Et donc, on n'a pas créé ce modèle de fiscalité où on peut aussi aller chercher de l'argent là. Je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui au fait que l'utilisation des données personnelles, ça génère de la richesse. Est-ce que là, à ce moment-là, on doit prélever un impôt? Oui ou non? C'est un point d'interrogation que je pose, mais on doit se poser cette question collectivement. Madame Zapico, les gens que vous engagez, vous êtes plutôt à la recherche de quel profil? Ceux qui ont fait des écoles générales, l'université, qui sont ingénieurs, ou bien ceux qui ont vraiment bouffer du code, si je puis dire, dès les secondaires? Est-ce que c'est bien intégré? Est-ce qu'il faudrait faire une place pour ça? Et est-ce qu'on trouve ça de nouveau chez nous, en Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles? Alors, oui, on trouve des profils comme je cherche en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et vous cherchez quel profil, vous? Et je cherche des data engineers, donc des personnes qui vont aller travailler les données, et des data scientists, des personnes qui vont être capables de les analyser et de créer des modèles. Et donc, ces deux profils-là, effectivement, ils peuvent sortir d'écoles et de formats classiques universitaires, mais il y a aussi les nouvelles écoles, les écoles un peu alternatives de codage,
où on va chercher aussi des nouveaux employés qui sont data engineers, data scientists dans ces domaines. Maxime Duquesnoy, l'école, elle est prête, elle est entrée dans ce 21e siècle et dans ce siècle des intelligences artificielles, ou vous devez encore un peu évangéliser, si je peux. Ça reste à l'école. Elle y rentre un petit pas, comme voilà. Mais on voit les changements avec le tronc commun et de nouveaux référentiels, notamment dédiés au numérique. Et ce qui est vraiment important, avec une idée qui maintenant, je crois, est intégrée à l'école, qu'on ne forme pas à un outil numérique, mais qu'on forme bien par et au numérique, à une littératie numérique, à une pensée computationnelle, pour que celui qui sorte de l'école, en ce compris ceux que j'accompagne dans l'enseignement pour adultes, comprenne le monde tel qu'il évolue. Aller former à un modèle de codage dans le secondaire n'aurait pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est la découverte du code. Par contre, il faut amener les jeunes et les adultes aussi, parce qu'ils sont aussi concernés, à comprendre ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière un programmateur de chauffage, de domotique dans la maison? Comprendre que finalement, bah oui, ce sont des algorithmes qui fonctionnent. Comprendre que quand on met Waze sur son téléphone, on n'a pas toujours le chemin le plus court, parce que Waze a comme mission de fluidifier le trafic, et que le cerveau humain reste une très bonne solution pour se rendre compte que la rue qu'on doit prendre est juste en face et que ça ne sert à rien de faire le tour du pâté de maison. Et c'est à ça que l'école doit servir et amener, réfléchir. Pour moi, il devient quand même urgent que l'enseignement puisse évoluer et que les enseignants puissent être rapidement formés sur ces nouvelles technologies. Je pense que c'est important que le pouvoir public se prenne en main aussi ça et puisse former les enseignants de manière itérative sur le cursus complet de l'école, en fait. Yves Collard, c'est facile, vous qui formez notamment des adultes et qui faites des animations dans les écoles, c'est facile de sensibiliser les gens. Il y en a qui se sentent parfois trop âgés ou qui disent c'est pas pour moi je suis un littéraire, que sais-je. Ça, c'est ce qu'on dit en premier lieu, puis on change assez vite d'avis. On est quand même tous des enfants d'Internet maintenant, ou à peu près. Donc le modèle a changé. Moi, j'ai connu les premières formations sur les moteurs de recherche avec les mêmes inquiétudes que l'on trouve d'ailleurs aujourd'hui. Bon, maintenant, tout le monde utilise un moteur de recherche. Il y a quand même une grosse caractéristique spécifique à l'enseignant. En général, je ne veux pas non plus être trop caricatural là-dessus, mais avant qu'un enseignant puisse donner une formation dans sa classe, il faut que lui-même ait intégré l'outil dans ses usages personnels. Sinon, il ne va pas être à l'aise. Et donc, c'est pour ça que ça demande parfois un petit peu de temps entre le moment où on forme un enseignant et le moment où ça va se retrouver chez les élèves. Aujourd'hui, les jeunes sont peut-être même plus au goût du jour, oui, en tout cas au fait de l'usage Internet. Mais il y a des apprentissages super importants. Savez-vous, par exemple, que si vous êtes poli avec une intelligence artificielle, elle va vous donner un résultat beaucoup plus convaincant que si vous êtes vulgaire ou insultant, etc. Donc, c'est vrai, il y a un apprentissage aussi du niveau de langage. Comment s'adresse-t-on à une intelligence artificielle? Pas n'importe comment, c'est un peu comme dans la vraie vie, remarquez. Il nous reste 2 minutes et vous allez chacun répondre à cette question. C'est presque un engagement que vous allez prendre dans votre domaine, votre priorité en matière d'IA. Ce sera quoi pour l'année 2025? Jingle. Eh bien, Ismaël Nouino, dans l'Assemblée qui est la vôtre, à la Chambre des représentants, quelle va être votre priorité? Qu'est-ce qu'on peut faire politiquement auquel vous allez vous atteler en matière d'IA? Alors, réguler, c'est fait. Maintenant, mon objectif, c'est de faire en sorte d'aider les entreprises en Belgique et dans l'Union européenne à avoir accès à du financement pour pouvoir développer des modèles d'intelligence artificielle. Il faut que l'Union européenne retrouve une place entre la Chine et les États-Unis. Et je pense aussi faire vivre le débat autour de l'intelligence artificielle en dehors de la Chambre des représentants, ici, mais aussi dans la société, parce que c'est comme ça qu'on va faire disparaître les craintes et parfois savoir lesquelles sont vraiment importantes et sur lesquelles on doit travailler. Maxime Duquesnoy, votre priorité comme technopédagogue, ce sera quoi? Convaincre. Pas convaincre, former, outiller, vulgariser. Rassurer peut-être parfois aussi, mais en tout cas continuer la formation des enseignants et l'accompagnement des apprenants dans la découverte de l'outil et surtout dans la réflexivité par rapport à cet outil. Yves Collard, au niveau de média animation, ce sera quoi la priorité? C'est d'essayer de sensibiliser les IAteurs. Voilà, on invente un nouveau mot dans le cadre de cette émission, les utilisateurs de l'intelligence artificielle, à être attentifs aux discriminations sociales, aux discriminations de genre, aux discriminations culturelles que les IA relaient elles-mêmes, c'est ça que vous nous dites. Relaient, creusent, et donc c'est vraiment un travail important, je pense, au niveau des gens.
En fait, leur expliquer, leur montrer que l'intelligence artificielle n'est peut-être pas si intelligente que ça, et peut-être pas si artificielle que ça non plus. Valérie Zapicot, alors ça c'est quoi? Développer une nouvelle forme d'IA, recruter plus de femmes, ça va être ça l'objectif pour vous? Bien sûr, continuer la diversité dans les équipes, continuer à développer et surtout accompagner les entreprises et les PME en Belgique aussi à se développer et à intégrer de l'IA chez eux. Un plan européen annoncé comme hier par Ursula von der Leyen, vous y croyez? C'est une opportunité pour une entreprise bruxelloise comme la vôtre? Il y a de l'argent à prendre? C'est une réelle opportunité. Maintenant, il faut voir comment cet argent sera organisé, sera distribué et utilisé vraiment en valeur dans les entreprises. Merci à tous les quatre d'être venus échanger sur cette question importante. On se retrouvera la semaine prochaine, ce sera un autre thème et de nouveau beaucoup de questions.